Si ta vie était en danger en mer, qui viendrait te sauver? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille Grégory Célestin, bénévole à la SNSM, qui est partenaire de ce podcast, la Société nationale de sauvetage en mer. Salut Grégory. Salut. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es basé à Hyères, près de la mer, où tu as un métier qui a rien à voir, tu es commercial. Et à côté, tu es sauveteur bénévole sur la station d'Hyères pour la SNSM, qui est une association à but non lucratif. Donc, concrètement, on t'appelle, par exemple, à 3 heures du mat parce qu'il y a un bateau en plein naufrage au milieu d'une tempête. Et toi, grâce à des formations, du matériel, une équipe, un bénévolement, vous allez sauver des vies avant de reprendre votre journée comme si de rien n'était. C'est pas trop mal résumé? C'est très bien résumé. C'est vraiment la réalité des bénévoles dans le sauvetage en mer en France, tout à fait. Bénévoles et on peut être appelé pour différentes raisons, pour du secours à l'humain ou au moyen toute l'année, toute la nuit, 24 sur 24. Ouais. Justement, tu vas nous raconter quelques histoires de sauvetage qui peuvent être spectaculaires, un peu à la James Bond que tu as vécu. Mais d'abord, la SNSM, c'est quoi? C'est une association donc, qui secourt bénévolement et gratuitement les personnes en danger en mer et sur les côtes. Donc concrètement, il y a un peu deux grosses activités. La SNSM, c'est soit des nageurs sauveteurs habillés en orange, que tu as sûrement déjà vu, qui surveillent les plages. Ils sont bénévoles toute l'année, vous les formez. Il y a juste l'été où les mairies les payent pour surveiller les plages. C'est souvent un job d'été. Soit, ce qui est à mon avis moins connu, la SNSM, c'est aussi des sauveteurs embarqués, comme toi, Grégory, sur des bateaux principalement orange, on va dire, qui sont souvent bicolores, pour tous les sauvetages, mais en mer cette fois. Donc voilà, que vous ayez un peu cette distinction en tête. En préparant l'interview, tu m'as raconté beaucoup de sauvetages dignes de films d'action. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous raconter, par exemple, le sauvetage de 14 jeunes en pleine tempête? Ah oui, ça remonte à quelques années. De mémoire, je crois que c'était en 2015. Ça devait être une de mes plus premières et plus grosses interventions. Okay. Où effectivement, nous étions en exercice un dimanche, comme tous les dimanches d'ailleurs. Il y a toujours un équipage d'astreinte et d'exercice et on est donc appelé pour un bateau échoué avec des étudiants dessus et dans des conditions de mer assez fortes. Et il a fallu s'organiser pour que le nageur que j'ai été projeté pour récupérer les jeunes et les faire descendre de l'embarcation et les mettre en sécurité avec les différents moyens qu'on avait à disposition. Mais c'était chaud. Ouais, parce que là, tu racontes ça de manière très objective, comme si tu faisais une passation aux pompiers ou au secours derrière, mais j'imagine qu'il y avait des vagues énormes et du coup, eux, c'était des touristes qui avaient loué un gros voilier qui, du coup, s'est échoué sur les cailloux et les rochers de Porquerolles, mais du coup, eux... tu me racontais que ils étaient accrochés au voilier pour pas qu'ils tombent parce qu'il y avait encore les vagues qui frappaient contre le bateau. C'est tout à fait ça. C'était une école de commerce parisienne qui était là en séminaire de fin d'année. Okay. Ils se sont fait prendre par la tempête en pleine nuit et ont dérivé et ils sont partis s'échouer sur la roche. Ils se sont retrouvés donc à se faire drosser, comme on dit dans le jargon, par les vagues. C'est quoi, c'est entraîner vers la côte? Se faire frapper des vagues contre les rochers, se faire drosser dans les vagues, dans les rochers, voilà. Et du coup, pour éviter que le bateau chavire en étant à cheval sur la roche et dans les vagues, ils se sont tous mis du même côté pour éviter que le bateau chavire. Donc forcément, quand on arrive en tant que nageur et qu'on voit tous ces jeunes accrochés, en peur, paniqués, oui, il faut que ça aille très vite. Et puis là, on a fait une analyse. On essaie de rassurer les personnes qui sont présentes, les blessés. Il n'y en avait pas. Et tant mieux. Et puis tout vite organisé pour les mettre en sécurité le plus vite possible sur la terre ferme. Donc comment vous avez fait du coup pour les secourir? On a pu s'approcher une centaine de mètres avec le canot de sauvetage, la SNS 078 qui est sur l'air, et plus un semi-rigide. Là, j'ai été donc projeté en tant que nageur de bord pour pouvoir justement extraire les jeunes, les mettre en sécurité sur l'île, un à un, puisque
les conditions étaient vraiment particulièrement difficiles. Genre, c'était des vagues de quelle hauteur pour que les gens se rendent compte un peu? C'est une vague de short break, donc c'est une vague qui va casser sur la roche, qui peut être à 1m50, 2 mètres à peu près. Ouais. Donc le bateau se fait drosser dans cet environnement et vous avez des cris, de la panique, et tout le monde a des yeux sur vous parce que c'est vous le sauveteur. Ouais. Donc tout le monde compte sur vous. Voilà. Donc du coup la prise en charge s'est faite par l'arrière du bateau, en ouvrant la porte arrière du voilier qui devait faire une 15aine de mètres. Et un à un, je les ai fait descendre, pris avec moi et transbordés sur l'île en sécu. Et puis on a traversé l'île ensuite, on s'est mis à l'abri sur le côté arrière de l'île pour les mettre dans le semi-rigide, sur lesquels on les a après ramenés sur le bateau de la 78. Et une fois que tout le monde était à bord, on est parti sur Porquerolles à terre. Ouais. J'ai encore toujours une photo avec moi d'ailleurs qui traîne de ce jour-là et qui m'a marqué. Ouais. Ouais. J'imagine que tu dois passer vraiment d'un extrême à l'autre pour les, je sais pas comment on appelle, pour les victimes quoi. Ou d'un côté les gens ils sont là vraiment. Ouais. Tu me disais, tu vois dans leur regard vraiment, quand ils t'arrivent, je te confie ma vie, je te fais confiance et je suis en panique quoi. Et puis après une fois qu'ils sont sauvés, le relâchement quoi. C'est exactement ça. On a vraiment le visage d'une personne en détresse et qui attend qu'une chose, c'est d'être sauvé par le sauveteur qu'on puisse être en fait. Donc il y a ce premier visage qui est apeuré dans la panique et le questionnement. Et une fois que l'opération se termine, on retrouve des visages détendus, souriants et empathiques. Voilà, c'est notre récompense. Ouais. Et ça, c'est des trucs qu'on vous apprend en formation aussi. Alors, à diagnostiquer des blessures et à les prendre en charge, bien sûr. Mais aussi, comment est-ce qu'on prend en charge une victime qui panique, qui crie partout. Et à toi, à pas perdre tes moyens, quoi. C'est ça, on est entraîné. Hein, on a cette chance d'avoir des personnes qui nous entraînent, qui nous forment. Et donc, au quotidien, si tu veux, ça devient du répétitif et les choses se passent pour le mieux après. Oui, pour toi, c'est la routine, quoi, de sauver des vies. C'est pas une routine parce que c'est vrai que chaque sauvetage est différent, chaque situation est différente et on est dans un environnement en mer qui évolue en permanence. Donc, qui est hostile. Complètement hostile parce qu'entre le moment où on nous appelle et le moment où on arrive, il peut s'écouler une demi-heure, voire une heure. Et la situation a encore évolué entre le moment où on a eu l'information et lorsqu'on arrive. Un autre sauvetage, tu me racontais, c'était des passants qui avaient vu un papy partir dans une pirogue, un canoë, mais pas revenir. Est-ce que tu peux nous raconter? Ah, celle-là, elle est sympa, ça. J'appelle ça, c'est mon Spider-Man. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre. C'était fin d'année 2023, en décembre, là, exactement. On était sur un dimanche d'entraînement avec l'équipage de service. Et on est déclenché par le CrossMed pour une personne, des témoins à terre qui signalent une personne qui n'est pas revenue sur le sentier du littoral du côté de la Londe, parce qu'ils l'ont vu passer dans une pirogue rouge à voile et ils ont plus vu personne. Du coup, on prend route et lorsqu'on arrive, effectivement, on a une houle qui est assez importante, une eau froide, 15 degrés en plein hiver. Ouais. Bon, même si 15 degrés dans certaines régions, c'est plutôt chaud, mais chez nous, c'est très frais. Faut le savoir. Et puis on se rend compte que sur zone, on voit effectivement une pirogue, mais personne à bord, personne sur les rochers, des falaises très abruptes. Et puis on voit effectivement la personne accrochée dans la falaise à une bonne dizaine de mètres, mais statique, à ne plus bouger. Donc ne voyant pas ce qui se passe, forcément, je suis projeté à l'eau, j'y vais, je prends mon équipement. Ouais, quand tu dis projeté, on dirait que c'est les vagues qui t'ont fait sauter, mais c'est toi qui décides d'y aller. C'est moi qui décide d'y aller, voilà, en concertation avec le patron, avec l'équipe, etc. Donc toujours communiquer. Et une fois que je suis donc projeté sur les rochers pour pouvoir après rejoindre la victime, je me rends compte que la victime est accrochée dans une falaise en se tenant à des racines qui sont en train de se détacher de lui. Et en tremblant en fait, en disant qu'il allait tomber. Donc, et pourquoi il était monté aussi haut alors? Mais il a voulu rejoindre en fait, ça faisait déjà plus de 3 heures qu'il était dans l'eau avec une toute petite combine avec le vent, le froid. Ouais. Il a voulu rejoindre le sentier littoral plus haut, sauf qu'il s'est retrouvé à bout de force et dans une falaise qui était en train de se détacher sous ses pieds et ses mains.
et il s'est retrouvé coincé, transit froid. Et lorsque je l'ai rejoint, il était donc en état de stress et il tremblait tout son corps. En hypothermie. Il était donc en hypothermie, donc là, faut que ça percute vite. Je l'ai pris en charge. On est redescendu ensemble tout doucement. Je l'ai pris contre moi en ayant voilà des points bien stables sous les pieds. Et une fois retrouvé la roche, j'ai dû l'extraire aussi et en repartant à l'eau, parce qu'il y avait quand même une houle assez importante. Le bateau m'attendant, donc je l'ai repris à l'eau avec moi. On est parti à la nage rejoindre la vedette. On a ensuite mis la victime dans une barquette hélico avec une potence qui nous a permis de le transporter à plat dans le cadre d'une hypothermie et de le prendre en charge à l'intérieur avec mes collègues qui ont mis tout en action derrière pour le réchauffer et prendre ses constantes. Et il s'avère que ce monsieur de 72 ans était en hypothermie sévère puisqu'il était avec une température corporelle de 34 degrés. Wow. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bon moment et c'est surtout qu'on a pris d'une manière commune, l'équipage, les bonnes décisions au bon moment. Parce qu'aujourd'hui, ce monsieur va très bien et ça a été un très beau sauvetage d'une vie humaine. Ouais. Si jamais il y a du jargon que vous comprenez pas, vous inquiétez pas, moi aussi, c'est le lexique de la mer et des sauvetages et des urgences. Mais je me dis, ouais, toi aussi, quand même, fallait redescendre avec lui. Enfin, à la base, vous êtes sauveteur en mer, quoi, pas sauveteur en escalade, quoi. Enfin, oui. Du coup, j'ai eu des petites anecdotes dans la station par mes collègues me taquinant en disant que je faisais peut-être partie du Grimp bientôt avec les pompiers, mais non. Et alors là, c'était en journée, mais des fois, c'est aussi la nuit. Et du coup, quand tu rentres après, une fois que c'est fini l'intervention, tu rentres chez toi et tu te rendors normal? Alors non, là, on se rendort pas aussi vite que ça, parce qu'il y a encore toute l'adrénaline qui est bien présente, etc. Donc non, on redescend pas du tout. Ce qui est très important après chaque intervention de jour ou de nuit, c'est qu'il y a un débrief de fait avec les collègues, le patron après intervention, ce qui permet de libérer un petit peu toute cette décharge d'adrénaline et de se recentrer sur les choses. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Et puis on passe des nuits, elles sont pas le lendemain où la nuit est meilleure. Mais il m'est déjà arrivé de faire des interventions. On est déclenché à 2h du matin, on rentre à 5h30. Puis 5h30, c'est l'heure de mon réveil. Et je me suis retrouvé à arriver, me reprendre une douche, me rhabiller pour amener les enfants à l'école et croiser les parents à 7h30 le matin, frais. Tout va bien, ça va. Ouais, tu me disais, ils te disent je te sens fatigué ce matin. Ouais, j'ai pas bien dormi cette nuit, c'était un peu ça, c'est marrant comme anecdote. Ça arrive, je pense, et pas qu'à moi, je pense. Tu me disais 40% de vos interventions environ, c'est donc comme là, des vies qui sont en danger. Ça peut être un accident de jet ski, un kitesurf qui a dérivé ou des bateaux. Et 60% du temps, donc c'est beaucoup d'assistance au matériel, une panne de moteur en pleine mer, le mouillage de ton bateau qui s'est emmêlé avec celui du voisin, etc. Des fois, ça peut être même un peu entre les deux. Par exemple, ça arrive de temps en temps que une fois que vous avez dû arrêter un bateau fou, ce qui est hyper dangereux, qui tournait en rond tout seul. Tu peux nous raconter? Oui, ça peut arriver. Malheureusement, c'est lorsque des personnes, par négligence et de sécurité, ne mettent pas le coupe-circuit, notamment sur des embarcations, des petites vedettes. C'est un bracelet que tu mets au poignet qui s'était éjecté. C'est un lien. Voilà, c'est un lien qui relie le contact du moteur et qui, en cas de chute ou quoi que ce soit, forcément va couper le contact et le moteur, et le bateau va s'arrêter. Sauf que là, la personne ne l'avait pas et le bateau tournait dans tous les sens. Donc elle a été projetée. Exactement. Donc la personne n'a pas été blessée et tant mieux. Mais pour arrêter des bateaux comme ça, il y a pas mal de techniques. Et nous, on a utilisé à l'époque la récupération d'un vieux filet de tennis qu'on avait mis à l'eau dans la trajectoire du bateau fou et l'hélice a été donc prise dans ce filet et ça avait permis de stopper l'embarcation. Donc en plus, tu fais Lucky Luke avec le lasso et tout. Ouais, là c'était mon collègue qui s'en était chargé, mais c'est quand même un coup à prendre, effectivement. Ouais. Bon, maintenant vous visualisez un peu en quoi ça consiste, la diversité des sauvetages pour la partie embarquée en tout cas. Sachez que si vous aimez ce genre d'histoire, la SNSM a son propre podcast, Canal 16. Alors attention, il y a 2 podcasts qui s'appellent Canal 16, c'est celui avec un bateau orange en pleine mer sur la miniature. Donc n'hésitez pas à aller écouter, à vous y abonner à Canal 16 pour leur donner de la force. Et d'ailleurs, dans les jours qui viennent, moi je vais diffuser 2 épisodes de ce podcast Canal 16 pour
pour vous mettre l'eau à la bouche, voilà, sans jeu de mots. Fin de la parenthèse. Donc, je disais, voilà, maintenant, vous visualisez un peu en quoi ça consiste, les sauvetages. Sauf que la majorité de vos interventions, j'imagine qu'elles pourraient être évitées. La prévention, c'est au cœur de votre mission. Est-ce que tu aurais 2-3 gestes qui sauvent des vies à partager, soit pour ceux qui restent sur la plage ou pour ceux qui prennent la mer? Oui, dans les 2 cas de figure, là, je pense que le premier réflexe à avoir si on prend la mer, ce serait déjà de consulter le bulletin météo. Ouais. Première des choses pour voir un petit peu, et dans les différentes régions. Alors moi, je parle pour la région Méditerranée. Le Mistral, le vent, la Méditerranée peut vite en fait déchanter très rapidement. Et donc prendre un petit bulletin météo la veille ou quelques heures avant, c'est toujours important pour voir s'il n'y a pas le vent qui va se lever, un Mistral. Ouais, la marée. Alors nous, en marée, l'avantage, c'est qu'on n'a pas grand-chose en Méditerranée. Oui. Mais c'est vrai que c'est plus le vent et le Mistral et l'hypothermie qui peut suivre derrière. On a régulièrement retrouvé des personnes dérivant sur leur paddle au large, ou des kayaks. Et malheureusement, le vent, le temps qu'on arrive, il faut qu'on arrive. Donc ça prend un peu de temps. Donc ça, je dirais, c'est le premier réflexe. Si on prend la mer demain en paddle, en kayak, en bateau, c'est de prendre un petit peu le bulletin météo. S'il n'y a pas un bulletin d'alerte. Et s'il y a un avis de tempête, tu restes chez toi, quoi. Vraiment. Et s'il y a un avis de tempête, on reste chez soi et voilà. Ensuite, il faut être quand même équipé. Voilà, je dirais les accessoires de sécurité en mer, ils sont là, ils existent, ils doivent être présents sur les embarcations. Donc ça parle de gilets, ça parle de moyens de communication. Votre téléphone, faut savoir que c'est l'outil le plus pratique à avoir sur soi dans une petite pochette étanche, par exemple. Ça vous permet de rester en contact, de prévenir les secours en cas de problème. Faut savoir qu'en mer, au-delà des 300 mètres, c'est la CNSM qui intervient avec le CrossMed. Et ça, c'est sur le 196 avec vos smartphones respectifs. Ou si vous avez une VHF à bord. Une radio, une radio, le canal 16. Voilà, ça, c'est les secours. Ouais. Donc ça, c'est important de le savoir. Et à titre d'information, voilà, on fait beaucoup de prévention dans ce sens, avec des soirées sécurité l'été, avec des journées portes ouvertes, où on va justement sensibiliser les personnes qui vont partir en mer, qui vont prendre les vacances, qui vont louer un bateau et avoir différentes activités nautiques et de loisirs. Ouais, mais genre rien que là, tout de suite, vous pouvez sortir votre téléphone et enregistrer le numéro 196. Moi, perso, je le connaissais pas. Vous tapez, je sais pas, urgence en mer et déjà, ça peut changer pas mal de choses, quoi. Ah oui, ça peut être hyper important et surtout la réactivité qu'il faut avoir en mer. Ça va très très vite en mer. Ouais. Très très vite. Est-ce que tu en aurais un dernier? Un dernier petit conseil, pensez à la crème solaire et à l'hydratation, c'est important. Oui, et un basique, quoi, se baigner dans des zones surveillées, quoi. Voilà, c'est ça. Ici, en France, vous avez la zone de baignade où il y a des postes de secours et la SNSM en fait partie dans certaines collectivités, dans la bande des 300 mètres. Donc là où vous avez des zones de baignade qui sont bien délimitées et surveillées, vous en avez d'autres qui ne le sont pas. Cela dit, il faut quand même prendre des précautions. J'en parlais tout à l'heure et un exemple, par exemple, c'est le fait de prendre un paddle gonflable et de partir dans la zone des 300 mètres. On peut vite se retrouver avec un vent qui va nous faire partir vers le large. On va pas s'en rendre compte sur le moment. Et lorsqu'on va vouloir revenir, on va avoir ce vent de face. Et là, ça devient compliqué puisqu'on peut partir à la dérive très rapidement. Donc là, c'est pareil. Il faut pas se surévaluer. Il faut rester humble face aux éléments et la mer parce que ça va très vite. Mais on n'est pas grand-chose. Donc voilà, faut vraiment adapter son comportement et puis faire attention. Toujours prévenir. Oui, prévenez vos proches si vous partez faire du paddle ou évidemment prenez un petit, je sais pas comment ça s'appelle, un brassard avec votre téléphone dedans. C'est ça, une pochette étanche avec votre téléphone, c'est déjà pas mal, et avertir où est-ce que vous allez, quand est-ce que vous partez et à quelle heure vous comptez rentrer, c'est important. Ouais. Alors aujourd'hui, la SNSM, c'est 11 000 bénévoles comme toi qui secourent environ 30 000 personnes par an. Donc ça va d'un petit bobo sur la plage jusqu'à les secours en pleine tempête qu'on a évoqués. Tout ça bénévolement. Moi, je pensais que c'était comme les pompiers ou que c'était public, quoi. Non. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance pour vous que ce soit bénévole? Effectivement, nous ne sommes pas des volontaires comme les pompiers, etc. et engagés. Nous ne sommes que des bénévoles, donc gratuitement sur notre temps que l'on peut allouer, que ce soit dans le sauvetage ou dans les exercices que l'on peut mener et les formations au quotidien.
Voilà, c'est quelque chose qui tient à cœur le bénévolat puisque c'est d'utilité publique, associatif, et on recherche juste en fait le sauvetage en mer, l'humain, ces valeurs qui sont là et qui existent encore. Et puis la plupart des gens, c'est vrai, ne savent pas en fait, nous prennent pour les pompiers, peut-être nous prennent pour des salariés, des volontaires, mais non, nous ne sommes que des bénévoles. On peut partir en intervention en plein repas de famille, on peut partir en pleine nuit comme on l'a évoqué, mais voilà, la vie humaine n'a pas de prix. Comme on dit, le bénévolat en France, avec les oranges, on le résume bien en fait. Ouais, si tu te sens coincé à un repas de famille, des fois t'es là, j'espère qu'on va m'appeler. Ça peut être des voisins, une bouée de sauvetage, effectivement. Ça peut être dans l'autre sens, voilà, si t'as un mariage ou quoi. Ouais. Ça peut être compliqué, ouais, effectivement. Et oui, tu me disais que les gens que tu sauves à chaque fois, ils sont stupéfaits que tu sois bénévole, quoi. Oui, il y a vraiment je pense encore une méconnaissance sur ça, le sauvetage en France. Ouais, nous ne sommes que des bénévoles, et la plupart des personnes, une fois que on va lier un certain lien, parce que forcément, quand il y a un sauvetage de vie humaine, il y a un lien qui se crée avec l'équipage présent et les personnes concernées, et du coup, il y a une petite découverte. Et là, les gens sont estomaqués en disant, mais vous faites ça gratuitement, bénévolement sur oui. Ouais. Je confirme, nous sommes quasiment 11 000 à faire ça pour tout le monde. Et alors, c'est bénévole, mais c'est très professionnel, quoi. C'est pas du tout amateur. Vous avez des protocoles très précis, et surtout, voilà, vous êtes énormément formés, voilà, au permis bateau, la formation radio, BNSSA et plein d'autres formations plus spécifiques. Et on croit que c'est public, mais je crois que vous êtes quand même mandaté par l'État. Vous êtes la seule asso qui est autorisée à faire des sauvetages en mer. Et donc, vous êtes en partie 28% financé par l'État qui vous soutient. Mais en fait, le gros de vos financements, voilà, c'est des donateurs, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Ah oui, complètement. C'est nos formations, nos centres de formation aujourd'hui sur le national nous proposent quand même des certifications et des formations validantes, reconnues, parce qu'on est reconnu d'utilité publique, comme je le disais tout à l'heure. Du coup, on exerce un métier de professionnel, avec des actions professionnelles, mais en étant bénévole. Toi, tu es bénévole en mer depuis 10 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert la SNSM à 36 ans? Eh bien, il y a oui, j'avais 36 ans. Ouais, du coup, j'ai spoilé ton âge, désolé. Oui, non, écoute, c'est pas grave. Hein. Effectivement, je rentre dans ma 10e année, hein, en septembre, là, ça fera 10 ans. Félicitations. Merci. Que je suis allé un dimanche, c'était animé sur le port d'Hyères. Je faisais ma petite sortie VTT. Okay. Voilà, pour rien te cacher. Hein. Et puis j'ai vu de l'animation sur le port, sur le quai de mise à l'eau à Hyères. Et puis je tombe sur toute une animation. C'était les journées portes ouvertes de la SNSM que je ne connaissais pas. Et c'est là où j'ai rencontré plusieurs personnes, où j'ai montré mon intérêt et me suis renseigné. On m'a tout à fait expliqué que c'était possible que je rentre. Il n'y avait pas besoin d'avoir quelques diplômes ou quoi que ce soit. Il fallait juste de la volonté, de la volonté, et puis voilà, de la motivation. Ouais. Et puis aimer son prochain aussi, c'est important quand même. Ouais, tu me disais que petit, tu étais fan des pompiers, Ouais. tu faisais aussi du bateau plongée, mais qu'effectivement, tu connaissais pas la SNSM. Et que du coup, tu t'es dit, j'ai pas pu devenir marin-pompier, peut-être qu'il y a moyen de trouver dans cette passion. Ça a été justement un levier pour moi pour justement accéder à cette passion depuis tout petit. Je me suis dit, c'est une belle opportunité. Et je précise, si ça vous parle, que vous avez envie de devenir bénévole à la SNSM, alors Grégory, il adore l'action et tout, mais vous n'êtes pas obligé de risquer votre vie comme Grégory, même si les risques sont maîtrisés. Il y a plein d'autres rôles, plus en fonction de support, dans la formation, dans l'événementiel, effectivement, communiquer sur les marchés, sensibiliser les gens, etc. Et aussi, du coup, avant, c'était historiquement, du coup, beaucoup plus les gens qui habitaient sur les côtes, et du coup, qui avaient un lien avec la vie maritime. Et maintenant, c'est de plus en plus des gens, entre guillemets, de la société civile, qui sont pas forcément familiers de ce monde-là, mais qui vont être formés sur le tas. Et donc, c'est aussi un bon moyen de se former à
énormément de choses. On parlait du permis bateau ou d'autres choses, si c'est des choses qui vous intéressent, quoi. Du secourisme, la navigation, et puis il y a plein de choses intéressantes à découvrir. Il y a quand même une limite d'âge, mais il y a toujours des postes qui sont intéressants à tenir. Ouais, il faut avoir entre 18 et 66 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas parce que vous êtes bénévole que le matériel, lui, il est gratuit. Vous avez quand même 140 bateaux qu'il faut acheter, réparer, entretenir. Il y a l'essence, il y a la formation de milliers de personnes, évidemment, à un niveau professionnel. Et tout l'équipement pour la sécurité des bénévoles, voilà, quand ils vont affronter des vagues de 5 mètres. D'ailleurs, vous allez avoir un nouveau bateau à hier, tu dois être trop content, non? Ouais, on a hâte de recevoir le futur bateau qui se projette dans une petite année et quelques mois. Une nouvelle génération de bateaux, plus d'électronique, moins de consommation, plus de sécurité. Ouais. Et forcément, on attend ça avec impatience. Puis surtout, plus vous avez du meilleur matériel, moins vous mettez en danger, plus vous pouvez sauver des gens facilement, notamment avec des outils électroniques, je sais pas, des caméras thermiques, des choses comme ça. Pour la nuit, ça peut être quand même vachement pratique. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance des dons pour acheter du matériel? Oui, tous ces dons, justement, nous permettent de garder du matériel récent et pour notre sécurité, que ce soit sur soi pour des tenues d'hiver, comme on appelle ça, des tenues all-mer, qui vont nous permettre de résister à l'humidité, au froid, lorsqu'on part en intervention en pleine nuit, en plein hiver. Tout ce qui est casque aussi, pour se protéger, les mains, les bottes. Et puis tout ce qu'il y a comme équipement et accessoires à l'intérieur des embarcations, que ce soit dans le secourisme, que ce soit pour les nageurs, les plongeurs et les personnes embarquées quelles qu'elles soient. Les bateaux aussi, on peut les équiper de différents accessoires. Je dirais, tu en parlais justement, les caméras thermiques. C'est un outil aujourd'hui qui est formidable pour quand on part en mission de nuit, rechercher une personne en pleine mer. Ouais. On va gagner un temps incroyable et le temps est compté quand c'est comme ça. Mais les dons sont importants parce que ça permet de rester toujours au top, je dirais, du matériel. Ouais. Et de ce qu'on peut mettre en place pour aller sauver les personnes et les moyens. Ouais. La question, c'est est-ce que tu veux que la personne qui va te secourir, te sauver la vie soit bien équipée? Voilà. Il y a des chances que le bénévole qui va vous sauver, ou peut-être la vie de votre enfant, vous préférez qu'il ait un bon bateau et du bon matériel pour vous secourir. Si c'est le cas, vous pouvez tout à fait faire un don à la SNSM. Pour info, c'est défiscalisé à 66%. Si jamais, je vous mets le lien en description. Pour finir, je voulais te demander, toi, Grégory, pourquoi ça te tient à cœur d'être bénévole pour la SNSM? Ça me tient à cœur parce que je me vois toujours avec mes enfants à l'époque, ne connaissant pas le sauvetage. Je me suis jamais posé la question. Je me suis toujours persuadé que c'était les pompiers, alors qu'en fait, pas du tout. Et je me suis dit, finalement, avec du recul, ces personnes qui sont à Orange, ce ne sont que des bénévoles. Ils font le travail de professionnels et ils aiment foncièrement leurs prochains pour aller les sauver et faire tout ce qu'ils font. Donc, je me suis toujours dit, non seulement c'est quelque chose qui me passionne, mais au fond de moi, c'est l'humain qui est derrière. Et franchement, je crois qu'on met tous à cœur dans toutes les stations ou les 11 000 que nous pouvons être à aller se former et pouvoir secourir son prochain, quoi. Je pense que le tronc commun, il est là, c'est cette couleur orange qui va nous réunir. Et puis quand on est sur les embarcations, on est tous ensemble. Et puis peu importe ce qui se passe à côté, on part faire une mission et on revient en terminant cette mission, quoi. C'est ce qui nous anime. C'est pas pour faire ton sport de la semaine alors? Alors non. Ça, il faut quand même rester entraîné. Hein. Je te l'accorde. Ouais. On essaie de trouver du temps et des créneaux pour s'entraîner ou par équipe ou individuellement. Après perso, mais il faut quand même garder la forme. Ouais. Ouais. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que ça a l'air d'être une sacrée famille avec une communauté très vivante et des belles valeurs qui se partagent. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui donne envie d'y rester longtemps, quoi. Oui, c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses ensemble sur les bateaux, sur les sauvetages. Donc, on a tendance à se raconter les histoires, à faire des soirées entre nous aussi, puisqu'il y a toute une belle cohésion derrière, comme une seconde famille. Ouais. Donc, forcément, nos compagnes, les enfants se connaissent. On organise régulièrement, des barbecues, des parties de pétanque, et puis on refait le monde. Hein, on est tous pareils. Après, on s'éclate. Et quand il faut y aller, on est présent. Ouais, super. Merci Grégory. Merci.
Si vous voulez plus d'histoires de sauvetage, allez écouter le podcast Canal 16 de la SNSM. Je vous le disais, moi j'ai diffusé 2 épisodes de leur podcast dans les jours qui viennent. En tout cas, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir des bénévoles comme toi et des milliers d'autres à la SNSM qui sont quand même prêts à braver la mer. Je me dis que demain, ça peut être moi ou ma fille qui se retrouve en danger. Et comme tout le monde, je pense que je serais bien content qu'on vienne me chercher. Donc si vous dites pareil, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce que fait la SNSM. Ça sauve littéralement des vies. Merci Grégory, ciao tout le monde. Merci à toi, salut.